parce qu'il faut tenir le temps. Donc, mes chers collègues, nous débutons aujourd'hui nos auditions en recevant M. Alain-Gérard Slama, journaliste et enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site Internet du Sénat. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site Internet du Sénat. Agrégé de lettres classiques, vous êtes éditorialiste au Figaro, chroniqueur aux hebdomadaires Le Figaro Magazine, Le Point et Au Matin de France Culture. Vous travaillez notamment sur les questions politiques, sociales et sociétales. Spécialiste des institutions, vous vous êtes notamment intéressé à l'une d'entre elles, celle qui nous intéresse, l'école. En février 2003, vous avez ainsi été nommé expert auprès de la commission mise en place par le ministre de la Jeunesse, de l'Éducation nationale et de la Recherche, Luc Ferry, et par le ministre délégué à l'enseignement scolaire, Xavier Darcos, afin de rédiger un guide destiné à faire vivre l'idée républicaine dans les écoles. La même année, vous participez aux travaux de la Commission nationale du débat sur l'avenir de l'école, qui a remis un rapport au Premier ministre en octobre 2004, proposant notamment la mise en place d'un socle commun de connaissances, une meilleure formation des enseignants et une éducation du citoyen. En 2009, en votre qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental, vous signez un rapport sur l'éducation civique à l'école dans lequel vous proposiez d'asseoir les bases de l'éducation civique dès la maternelle et les premières années de l'enseignement primaire, de promouvoir un socle commun de valeurs et de faire de l'enseignement d'éducation civique un enseignement transversal. C'est à ces différents titres que la commission d'enquête a souhaité vous auditionner. Nous aimerions avoir votre avis sur la transmission des repères républicains et sur le rôle que doit y jouer l'école. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenu de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434-13 à 434-15 du Code pénal. En conséquence, je vous invite à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grosperrin et les membres de la commission qui le souhaitent pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le rapporteur, vous avez pris de bien belles initiatives, car il est extrêmement rare que des gens, dans mon cas, s'adressent à d'autres interlocuteurs, que soient mes étudiants de Sciences Po, devant lesquels j'ai sévi largement plus de 30 ans, ce qui n'est pas peu dire, au point que peut-être certains d'entre eux aujourd'hui n'ont peut-être plus du tout envie d'entendre mon discours. Et puis j'ai d'autre part évidemment les lecteurs ou les auditeurs qui ne se manifestent en général, selon l'usage, que lorsqu'ils sont mécontents. Et donc avoir enfin un contact avec des élus qui ont une prise sur les choses, et de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, le Parlement existe de plus en plus, quoi qu'on en dise, et le Sénat, je suis des premiers à être son groupie, si vous m'autorisez à parler franglais, c'est évidemment pour moi une chance et presque une aubaine. Cela dit, j'ai écouté un grand nombre des interventions précédentes, et j'ai été frappé par quelque chose, notamment la journée que vous avez consacrée à 3 ministres. Et ce qui m'a frappé, c'était qu'au fond, ils étaient très complémentaires, que de M. Chevènement à mon ami Luc Ferry. Tous ont fait du bon travail, que c'est certainement pas la bonne volonté qui leur a manqué, et qu'à chacune des questions qu'on se pose, ils avaient une réponse. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'il faut améliorer l'enseignement professionnel, ils l'ont fait. Et comment et ça a commencé déjà par Michel Rocard avec l'enseignement agricole, qui était une des rares réussites d'ailleurs de notre système éducatif. Par ailleurs, nous voyons bien, et singulièrement depuis le drame du 7 février de cette année de 2015, que l'opinion s'est saisie enfin de la conscience du problème soulevé aujourd'hui par la laïcité,
du problème soulevé aujourd'hui par le lien social, du problème soulevé aussi par l'idée de nation et de la nationalité. Et cependant, on a l'impression que ceci n'a pas pris sur les choses. Si je faisais un bilan, mais je le tiens à votre disposition, et puis il a été beaucoup fait, des résultats obtenus par notre école, malheureusement, le constat est plutôt d'échec. Nous n'assistons pas à un progrès, nous assistons plutôt à une régression de l'alphabétisme. Nous assistons également à une montée de la violence. Nous assistons à une situation dans laquelle tant de professeurs qui sont aussi pleins de bonne volonté que leurs ministres se plaignent d'être en déshérence, d'être abandonnés, d'être lâchés, d'être dans des établissements où, face à la montée de la violence, et ce n'est pas seulement dans les quartiers dits difficiles, eh bien, ils ont le sentiment de ne pas être soutenus. Quand ils voient leur proviseur leur dit « Bon, ben, c'est pas bien, en effet, qu'est-ce qu'on fait? Alors, que fait-on » Et le proviseur vous dit « Alors, qu'avez-vous fait ?» Je m'adresse au ministère et on me dit « Pas de vague ». Et du même coup, il s'ensuit cette chose assez frappante que j'entendais regretter d'ailleurs par Luc Ferry, c'est que M. Allègre avait créé ce système, cet indicateur Signa, dont on a perdu la trace et qui a indiqué une telle accélération et augmentation de la violence dans les écoles en dépit des efforts, multipliés pour ne pas trop les faire parvenir précisément jusqu'à ceux qui détenaient les clés de l'indicateur, eh bien, on est aujourd'hui devant un mystère. C'est un mystère. Comment se fait-il que malgré tant d'efforts, malgré tant de textes, on n'ait pas obtenu les résultats qu'on était en droit d'attendre? Comment se fait-il que... je sais bien que les ministres de l'Éducation n'ont jamais été très longtemps en place, mais il ne faut pas exagérer. Quand ils partent jusqu'à nouvel ordre, ils ne vident pas totalement leur dossier de leur bureau. D'ailleurs, les archives ne le leur permettraient pas. Et ils ont des successeurs qui prennent le relais. Enfin, il ne faut pas non plus surestimer le problème de la précarité de l'emploi de ministre de l'Éducation nationale. Évidemment, je suis plein à leur porter l'immense compassion, mais pas au point, tout de même, de considérer que ça soit une raison suffisante pour expliquer ce qui se passe. Je ne crois pas non plus que c'est leur faute. Alors, où faut-il aller regarder? Je crois qu'il faut aller regarder vers précisément des questions qui souvent ont émergé de vos rangs, qui sont, mais est-ce qu'on définit les notions? Est-ce que, par exemple, lorsque on parle de laïcité, nous parlons tous de la même chose? Est-ce que, d'ailleurs, les manifestants du 11 janvier 2015 pensaient tous à la même chose lorsqu'ils parlaient de laïcité? Est-ce que, également, lorsque l'on parle d'identité, Dieu sait s'il y a eu des remous après 2007-2008 autour d'une grande enquête sur l'identité nationale qui était censée apporter des réponses. On s'est aperçu qu'elle a soulevé plus de difficultés, car aussitôt que de réponses, car on a vu aussitôt beaucoup de groupes à l'intérieur de notre société dire « et mon identité t'en cause pas ». Pourquoi serait-ce la tienne? Tu étais là avant, mais est-ce que c'est finalement un titre suffisant de légitimité que d'être là avant? Alors, il y a là un vrai problème. D'ailleurs, si c'était un titre suffisant de légitimité, il n'y aurait pas la règle de la prescription. Jusqu'à nouvel ordre, personne encore s'est présenté à mon appartement pour me dire mon grand-père en était propriétaire, il en a été indûment spolié et je rentre chez moi. Donc, cet élément, si vous voulez, cette composante même de notre culture s'inscrit en faux contre les arguments qu'on pourrait invoquer au titre d'une antériorité. Alors, cette notion d'identité, c'est autre concept également qui est très à la mode aujourd'hui, j'emploie à dessein le mot mode, c'est le mot de fraternité. Alors, la fraternité, embrassons-nous Folleville. Qu'est-ce que ça signifie? Je me rappelle le professeur Carbonnier qui nous disait, avec aujourd'hui une certaine philosophie des droits de l'homme, on crée au bénéfice de l'autre un droit d'exiger que vous le traitiez comme un frère. Et est-ce que faut-il pénaliser l'absence de fraternité? Bien entendu, non. Donc il y a là tout un ensemble de notions que je voudrais essayer, dans le peu de temps que j'ai,
de recadrer, car, madame, vous avez évoqué effectivement le fait que j'ai fait un rapport sur l'éducation civique à l'école et que j'insiste énormément sur le fait qu'il faut démarrer dès la maternelle. Et je crois que essayer de définir ces quelques mots que je viens d'évoquer, ça sera une manière de répondre à la question pourquoi faut-il commencer le plus tôt possible à donner les rudiments d'un apprentissage civique dès le plus jeune âge. Alors, je vais prendre d'abord cette notion de laïcité. Oui, il existe une laïcité à la française. Et une laïcité à la française qui ne ressemble à aucune autre. Et une laïcité à la française que pendant très longtemps, nos voisins nous enviaient. En se disant, après tout, nous n'avons pas eu l'attentat de Madrid, nous n'avons pas eu l'attentat de Londres, nous n'avons pas eu l'attentat d'Amsterdam. Hélas, bien entendu, nous avons été rejoints par la violence qui contestait notre attachement à ce principe de laïcité. Mais que faut-il entendre par là? Je crois qu'il ne faut pas être dupe des mots. L'État laïque n'est pas au sens propre neutre. L'État laïque neutralise le plus possible l'espace public. Il sépare de plus possible l'espace public et la sphère privée. Je ne dis pas, évidemment, totalement, le plus possible. Et ça se voit de façon très claire dans la loi de séparation de 1905. Car qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, la loi, la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public. Et ces restrictions sont assez claires. Je me bornerai à citer l'article 26. Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. C'est clair. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de confusion acceptable ou admissible entre un local qui a une vocation à être l'espace public, le plus possible dégagé des passions irrationnelles, au nombre desquelles, qu'on les juge sévèrement ou pas, la question n'est pas là, se situent évidemment les foi religieuses, qui comportent aussi une dimension de raison, mais qui sont fondamentalement tout de même différentes de l'effort vers la raison politique qui a été l'idéal des Lumières. Et donc, il n'est pas possible de confondre ces deux espaces où il faut le faire le moins possible. On ne va pas raser les églises, on ne va pas interdire les processions, mais on va les soumettre à autorisation, par exemple. De même, le problème des crèches dans une mairie. J'avoue que j'aurais jamais fait un procès à une mairie qui aurait mis une crèche parce que c'est l'usage et que ça s'est toujours fait ainsi et que je connais même pas un radical de gauche parmi mes amis qui eût protesté spontanément vers ça. Mais à partir du moment où la question de droit était posée, que pouvait-on faire? On appliquait la loi. Je prends également l'habileté de la loi de Bray sur l'école privée, qui a été remarquablement astucieuse. Elle a dit, bon, nous allons continuer à soutenir et à financer l'école privée dans la mesure où, effectivement, il n'est pas de liberté formelle qui n'éprouve le besoin de trouver sa consécration dans un exercice réel. Très bien. Mais cela va valoir quelque temps. Et il y a des contraintes qui sont posées par contrat. Autrement dit, il y a les lieux où le caractère propre peut s'exprimer de l'établissement, et puis les lieux dans lesquels, eh bien, la règle identique s'impose à tous. Et évidemment, la loi de Bray, c'était 369. Ça a été largement prolongé grâce à un certain nombre de lois qui ont été votées ultérieurement, mais l'esprit en est resté. Et je prends l'exemple de la loi là, que vous avez souhaité introduire, madame, et pour moi qui ne me choque pas du tout. À partir du moment où il y a un financement de l'État, l'État est en droit d'exiger une neutralité de l'espace consacré à la mission, en l'occurrence celle que vous visiez. C'était celle des crèches, non pas les crèches qu'on met dans les mairies, mais les crèches où on met les enfants. Et effectivement, dès lors, bon, c'était la suite logique, à mon sens, de l'affaire Babilou. Donc là, je crois que cette conception de la laïcité nous est propre. L'État qui neutralise l'espace public, pourquoi? Parce que nous avons eu l'expérience des guerres de religion. Parce que Alain disait, quand sur un trottoir, deux croyants qui ont des convictions divergentes se croisent, il y a du sang.
Parce que, effectivement, si vous voulez éviter des conflits explétifs et absolument bon, à l'intérieur de la société, eh bien, le seul moyen encore, c'est qu'il y ait une espèce de convention qui fasse que, évidemment, l'État est honnête homme, disait-on jadis, hein, ce qui était peut-être presque mieux que l'État de droit, et parce qu'au moins, il y avait cette possibilité de la tolérance. Et la tolérance réciproque, faisait que, effectivement, on trouvait des accommodements, mais ces accommodements, sous condition évidemment qu'on n'exige pas de l'État qui finance. La question se pose aujourd'hui, c'est très clair à propos des mosquées. Et on voit très très bien que nous avons une nécessité qui est de surveiller ce qui s'y dit, ce qui s'y fait. On ne va pas obliger les imams à parler français. Autrement, il faudrait qu'à Sciences Po, tous les cours se fassent également en français et pas en langue anglaise. C'est ce qui serait un problème. Mais du moins, peut-on s'assurer qu'ils n'utiliseront pas ces lieux à des fins qui seraient en violation de l'article 26. Il est interdit de tenir, de la loi de 1905, il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte. D'où toute la problématique sur laquelle on aura peut-être l'occasion de revenir, de la formation des imams. Mais c'est évidemment pas à l'État de s'en charger. On peut peut-être trouver d'autres formules. J'aurai l'occasion d'y revenir. Je ne veux pas excéder mon temps. Je vais prendre un second thème. Deux autres thèmes, si vous m'y autorisez. J'ai 5 minutes. Allez. Bon. C'est la notion d'identité. Cette fameuse question d'identité. L'identité, si vous voulez, dans l'histoire française, à partir de la Révolution française, la notion d'identité, c'est d'abord, elle repose d'abord sur un certain nombre de vecteurs qui sont évidemment la laïcité et qui reposent sur l'éducation. C'est-à-dire que l'identité française, c'est à la fois celle que je me construis, évidemment par moi-même, dans laquelle je m'identifie à mes actes et prends la responsabilité de ce que je suis et de ce que je fais, mais c'est d'abord l'éducation. C'est comme ça. Je veux dire, d'autres modèles existent qui reposent davantage sur le sang, qui reposent davantage sur l'ethnicité, qui reposent davantage sur la religion. Mais ce sont les vecteurs produits par le système éducatif qui ont permis de construire cette nation à partir de populations d'origines ethniques très différentes et de revendications et d'appartenances religieuses très différentes. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, on redécouvre des revendications d'appartenance. Mais chacun sait que le phénomène communautaire est un phénomène assez largement, et d'appartenance est un phénomène assez largement imaginaire. On se le donne, on se le construit. Il y a une demande aujourd'hui de la société qui se tourne vers l'État pour exiger une reconnaissance. Et cette reconnaissance, voyons-en les effets. Eh bien, je suis désolé de le dire, mais ils ne sont pas heureux. C'est-à-dire que nous assistons à une escalade de revendications de droits correspondant à chacune de ces identités. Je prends l'exemple d'un ami très cher, qui est le grand rabbin actuel, avec lequel j'ai souvent ce débat. Lui voudrait absolument que les fêtes juives déplacent, par exemple, les dates du baccalauréat. Bon, alors, bien entendu, c'est un esprit intelligent, brillant et souple. Il admet très bien des accommodements, mais enfin, fondamentalement, il voudrait bien arriver à ses fins. Il y a les exigences également dans les restaurants, d'écoles, etc. Franchement, c'est des histoires dont on se dit, mais y a-t-il lieu d'en faire un tel plat, si j'ose m'exprimer ainsi? Car enfin, c'est absurde. Bon, tu veux pas le porc, tu prends pas de porc, et puis voilà, basta. On peut prévoir une variante dans le menu qui ne coûtera rien absolument à personne. C'est beaucoup plus compliqué déjà quand on passe au halal, car dans notre armée, le cornet de bif, je me pose la question sérieusement de savoir comment on peut s'en sortir. Eh bien, je ne sache pas une religion
qui ne comporte dans son principe cette idée qu'il faut qu'elle se plie aux pratiques et aux usages d'une société. Alors ce qu'on ingère, ce qu'on mange, etc., tout psychanalyste vous dira, c'est absolument fondamental. C'est vrai sans doute, mais enfin, il y a toujours des alternatives possibles, et se focaliser là-dessus, c'est vraiment vouloir faire un problème politique de quelque chose qui a un caractère, à mon avis, De Gaulle eût dit vulgaire et subalterne. Non, ça ne l'est plus. Quand dans des banlieues entières, vous n'avez plus que des boucheries halal et que vous avez envie de manger de la viande rouge. Alors, cette histoire donc d'identité, il faut faire attention. C'est-à-dire que l'identité, quand elle se réclame et se revendique d'appartenance ethnique et religieuse, bien entendu, quand on n'a plus que la religion ou la race, on sait où ça mène. Je n'assiste pas, je suis prêt à y revenir, parce que je crois que ce thème est extrêmement important et surtout, il légitime chez d'autres cette idée. Et mon identité, qu'est-ce que tu en fais? C'est ce qui s'est passé à partir de 2008. Alors, je m'arrête là, parce que j'ai été trop long, mais c'est vous indiquer un peu un état d'esprit qui est le suivant. Je crois que la réponse à ma question initiale, à savoir comment se fait-il qu'il y ait eu un échec de tous ces efforts qui ont été faits, je crois qu'il est, d'abord, évidemment, il émane d'un durcissement de la demande sociale en direction d'autres conceptions de la laïcité que celle qui appartient à notre culture, d'autres en direction également de l'identité, des revendications identitaires, et qui se traduisent en termes de droit. Et nous avons une logique juridique aujourd'hui qui a été admirablement analysée par le doyen Carbonnier, en particulier dans un essai que je vous recommande, Droit et passion du droit, sous-titré sous la Ve République, mais ça vient de plus loin chez nous. Il y a une des dérives du droit qui me paraissent effectivement de plus en plus difficiles à maîtriser. Et il me semble que, moi qui me suis toujours battu, et ce sera mon dernier mot, contre les UFM, parce que je trouvais que c'était le lieu d'improvisation pédagogique qui était quelquefois un tout petit peu exubérante, je me demande si aujourd'hui il ne faut pas revenir à un effort national à ce niveau-là, à une recréation des UFM, mais alors à condition évidemment que je sois titulaire d'une fonction d'enseignant et peut-être même de directeur, parce que je plaisante évidemment, vous en doutez, mais je crois que là il va falloir peut-être s'occuper de la formation des maîtres. C'est pas leur bonne volonté qui est en cause, mais c'est tout à l'ensemble sur lequel je suis prêt à revenir devant vous.